Je ne sais pas si là, on peut entendre. Oui. Bon, bonjour de nouveau. Comme vous voyez, c'est une table très grande. Et aussi, on sait que vous aimez tous la diversité. Donc, en plus du français et de l'anglais, on vous a mis un peu d'espagnol. Il y aura une traduction simultanée faite par moi-même. Enfin, pas simultanée, mais post-hoc. Et après, les interprètes feront la traduction du français à l'anglais, donc la boucle sera bouclée. On va commencer alors par l'Espagne. Donc, c'est très bien parce qu'on ira du pessimisme vers l'optimisme peut-être. Donc, on va commencer par Silvia Carrasco. Je pense que Céline a déjà introduit nos intervenants. Donc, voilà, je ne les réintroduis pas. Oui. Ah, il y a un petit souci de slides, je pense. Bon, et encore une fois, comme on est beaucoup, c'est bon? Parfait, c'est bon. Bon, Sylvia, quand vous voulez. D'accord. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais essayer de lire en français sans me tromper beaucoup. Alors, les slides sont seulement des images pour parler de les trois piliers de la production de l'enfant et l'adolescente étrangère en Espagne. Alors, le premier, l'évolution législative de 2007 à 2023 de la fiction médico-légale à l'imposition d'une réalité trans et d'une enfance trans. Entre 2007 et 2023, la législation espagnole a connu une transformation cruciale qui a commencé avec l'approbation de la première loi pour la reconnaissance de genre, une loi initialement conçue pour apporter une solution ou atténuer la situation d'un groupe minoritaire, à savoir les cas des adultes, principalement des hommes, souffrant d'une dysphorie de genre grave et pourront être enregistrés à toutes les fins, utiles comme des femmes sans lettres. Cette loi définit le genre comme une identité en opposition directe avec la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes adoptée une semaine plus tard, qui définit le genre comme une oppression, tout comme la Convention d'Istanbul pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes. Mais depuis 2014, sans information ni débat public et à travers les portes dérobées des parlements régionaux, des lois, des règlements, des protocoles des communautés autonomes sont approuvés dans des domaines de la non-discrimination, l'éducation et la santé sur les droits des LGTBI ou les droits des trans, ou les deux, l'image, qui contient la notion de genre en tant qu'identité. Elles comportent toutes des sections sur les enfants trans. Toutes les nouvelles lois nationales sur la protection globale des enfants et des adolescents contre la violence, la nouvelle loi sur l'éducation, la nouvelle loi sur le sport, incluent l'identité de genre et les droits des enfants trans. Des organisations telles que Save the Children Spain, en 2021, promeuvent un nouveau droit pour les enfants, le droit de recevoir un traitement hormonal pour vivre pleinement leur identité de genre. On a passé de l'établissement d'une fiction légale, compris comme ça partout, à l'imposition d'une existence d'une réalité trans abolissant la réalité biologique, jusqu'à l'approbation de la nouvelle loi trans en février 2023, 44 textes juridiques en 10 ans. Deuxième pilier. La séduction transgenre en classe et sa légitimation académique. En parallèle, les contenus transgenres sont introduits comme des applications des droits humains à travers des sessions de sensibilisation des élèves et des familles données par organisations transactivistes avec des exercices d'auto-exploration de l'identité dans lesquels des idées anti-scientifiques sont présentées comme des innovations. Par exemple, le fait qu'on puisse changer de sexe, qu'on puisse naître dans le mauvais corps, que l'orientation sexuelle soit comme l'identité de genre, que le sexe soit un spectre, qu'il puisse y avoir des cerveaux de garçons et des cerveaux de filles, que les préférences en matière de jeu, amitié, esthétique puissent révéler la véritable identité de genre d'une personne. Et un plan de formation des enseignants est organisé, qualifié d'innovation et de féminisme
pour adapter le programme scolaire, les formulaires, les registres, les toilettes, les activités à la réalité des élèves transgenres. De toutes les expériences recueillies dans le cadre de notre recherche, les enseignants s'accordent à dire que le cas des élèves qui se déclarent transgenres sont déclenchés par deux situations. L'exposition au contenu de sessions qui encouragent les idées étrangères à explorer leur identité et les contenus qu'ils partagent à l'école sur une culture audiovisuelle et des réseaux sociaux qui mettent l'accent sur la présentation de transgenres comme étant transgressifs. Les phases de la séduction sont décrites en détail dans mon livre. Mais parallèlement, en Catalogne, par exemple, le protocole contre la violence à l'égard des filles est éliminé des écoles et remplacé par un protocole contre la violence sexiste et LGTB-phobe. Et les mots filles et femmes disparaissent au profit de personnes menstruantes. 3 piliers. L'introduction des modèles affirmatifs des soins pour les personnes trans. D'accord? Sí. Comme toutes les législations basées sur l'idéologie transgenre, les lois régionales espagnoles depuis 2014 préconisent le soi-disant modèle affirmatif qui repose sur l'autodiagnostic de la personne. Plus en plus d'enfants et d'adolescents sont référés par les pédiatres, les écoles et les associations transactivistes aux unités spécialisées pour les personnes trans dans la santé publique. À Catalogne, on a élaboré un rapport sur l'évolution du nombre de cas et de la tendance par âge, par sexe, par type d'intervention ou de traitement, lorsque cela était possible, entre 2012 et 2021. Le rapport est disponible en catalan, espagnol, anglais et français sur notre site. Quelques résultats, très vraiment. Une augmentation exponentielle de plus de 7000%. Les nouveaux cas par an ont quadruplé entre 2016 et 2021 et seuls ceux de l'année 2021, confinement scolaire, représentent déjà 25% des cas des 10 années analysées. L'âge moyen a diminué de 34 à 22 ans. Le Survey Transit s'occupe de plus en plus de femmes et de mineurs. Parmi les mineurs âgés de 0 à 9 ans, les races sont prédominantes. Dans les groupes d'âge de 10 à 14 ans et de 15 à 25 ans, ce sont les filles qui prédominent. Dans le groupe de plus de 30 ans, les hommes prédominent. Il y a donc un changement accéléré dans les structures démographiques des cas, des hommes aux femmes, des adultes aux mineurs. La majorité des cas de mineurs sont de filles. La majorité des cas de plus âgés sont des hommes. L'augmentation est alarmante chez les préadolescents et les adolescents. 70 des cas dans les groupes d'âge 10, 14 et 15, 20, 18 sont des filles. Bien que l'augmentation soit également alarmante dans les cas des garçons, entre 2015 et 2021, il y a eu une augmentation de 5700% des filles âgées de 10 à 14 ans. Vous pouvez voir la graphique dans le slide, parmi les cas traités. Le pourcentage de cas où le sexe des personnes traitées n'est pas enregistré est tout aussi alarmant. Plus de 10% dans ce même groupe d'âge, et après la triangulation avec des données d'autres sources, on peut déduire qu'il s'agit de femmes. Ça veut dire 80%. La plupart des cas traités reçoivent des traitements hormonaux. En effet, dans un rapport de 2016, le Survey Transit lui-même reconnaît que dans le 87 des cas, les hormones sont prescrites lors de la première visite. On a commencé à voir les données d'autres communautés autonomes et la tendance décrite sont égales. Slide 4. Les données par âge et par sexe sur traitement hormonal nous ont été refusées. Mais le chercheur Martin Endara, à Collier, a étudié indirectement la consommation d'hormones car les pharmacies collectent le nombre de boîtes de médicaments sur ordonnance. Les données sont publiées et elles contiennent des informations sur les patients. En affinant par âge et par sexe, de 12 à 17 ans pour les bloqueurs de la pauvreté et de 14 à 29 ans pour les hormones sexuelles, on constate que la consommation de traitements hormonaux a évolué de la même manière que le nombre de patients de Survey Transit. La consommation de bloqueurs chez les adolescents, de testostérone chez les jeunes femmes et d'hormones féminisantes chez les jeunes hommes a augmenté de manière disproportionnée. De moins de 2 000 en 2012 à plus de 30 000
en 2023, seulement en Catalogne. Il s'agit d'un marché très florissant qui expérimente sur les humains et réalise des non-profits. Ni les médias ni les politiques ne s'interrogent sur le sort des enfants et encore moins sur celui des filles adolescentes. Au contraire, ils répètent que tout cela est progressif et constitue une extension des droits de la personne. Lors des manifestations de boycott contre mes cours en février dernier, des étudiants se réclamant d'une organisation de jeunesse socialiste ont crié, écoute, contre la transphobie, violence ouvrière. Et ce jour-ci, on peut lire sur certaines affiches du Pride à Barcelone, contre le capital plaisir anal. Merci beaucoup. Silvia, ¿te importa sentarte aquí para que...? Porque así no tengo que compartir el micrófono con José, no es que me moleste compartir el micrófono. Merci beaucoup Sylvia. Ok. Bon, on va passer au volet espagnol. On va commencer avec Marino Pérez Álvarez et ils vont nous parler, aussi bien lui que José Ras, titulé de professeur à l'université d'Oviedo. Et ils vont nous parler quel impact aurait eu ou pas les rapports CAS en Espagne. Sé que el tiempo es el superego del conferenciante y, por tanto, seré breve. Oh, d'accord. C'est une référence psychanalytique au temps comme les super-égos de l'expositeur, de l'intervenant. El informe CAS todavía no ha tenido un impacto significativo en cambios políticos en España, aunque sí ha tenido un gran impacto en las instituciones sociales, profesionales y académicas, así como en la opinión pública. En España parece haber una inmunidad política a las evidencias científicas, conforme la política está muy ideologizada. Alors, pour l'instant, les rapports CAS, ils n'auraient pas eu d'impact en Espagne au niveau institutionnel. Pourtant, cela a eu un impact dans les associations scientifiques, dans certains secteurs de militantisme, mais clairement pas au niveau politique, étant donné que c'est marqué, très idéologisé la politique en Espagne. No obstante, tengo la impresión de que las cosas van a cambiar por tres razones. Los médicos cuidarán de aplicar el bloqueo de la pubertad a falta de la evidencia que suponían que quizá tenían. Las instituciones escolares ya no cuentan con la impunidad y el beneplácito de la opinión pública para empujar a los niños en el enfoque afirmativo, y por su parte la psicología y la psiquiatría están reclamando el papel legítimo en la evaluación de los problemas concernientes a disforia de género similares. Alors, quand même, pour être un tout petit peu optimiste, c'est moi qui l'ai dit. Donc, Marino, il donne trois raisons pour lesquelles on pourrait être optimiste. La première est le rôle des médecins, qui maintenant, d'après lui, il devrait commencer à être un peu plus soucieux de ne pas aller trop vite dans les interventions hormonales chirurgicales. La deuxième, c'est l'éducation publique, l'instruction publique, l'éducation nationale, qu'il dit bien en fait que maintenant, ils ne pourront pas procéder avec autant d'impunité comme ils le faisaient jusqu'à maintenant. Et la troisième, c'est en fait la psychiatrie et la psychologie qui, pour lui, devront commencer en fait à revendiquer davantage les rôles qui leur appartiennent de traiter certaines choses. Et voilà, c'est tout. José. Oh, ok.
Non, je regrette ne pas parler français. J'écoutant Georges Brassens, on connaît un peu de français, mais je vais parler en español. Bueno, como se ha dicho, ¿verdad?, el número de casos que tenemos en España respecto de jóvenes que sufren este problema, pues ha experimentado un aumento espectacular en los últimos años. Y a estos jóvenes les ha ocurrido lo que entendemos que es lo peor que puede ocurrir a cualquier persona que sufre, y es que se han convertido en armas políticas. En un debate político muy tenso que tenemos en España. La situación política española se ha tensado mucho en los últimos años y estos jóvenes son sencillamente armas en manos de políticos que no están sinceramente interesados en su bienestar, sino que están únicamente interesados en ratificar sus ideas políticas o en esgrimirlos contra el contrario, apelando a autoridades morales. Alors, je vais faire un résumé. Donc, essentiellement, ce qui se passe, la situation en Espagne, est que, en fait, les politiciens s'en servent de cette jeunesse égarée, pas parce qu'ils se soucient légitimement d'eux, mais parce qu'ils veulent, en fait, poursuivre leur fin politique. Et dans cette situation-là, on peut être assez pessimiste par rapport à ce qui se passe. Sabemos que quizá no haya ciencia que esté completamente libre de ideología, es posible, pero con seguridad hay ideología que está completamente libre de ciencia. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con la ideología queer que se está defendiendo pues, por ciertos grupos políticos en nuestro país. Alors, l'on sait qu'il n'y a pas de sciences entièrement dépourvues d'idéologie. En revanche, on sait bien qu'il y a bien de l'idéologie où il n'y a rien de science. Et dans ces cas-là, en fait, on est en train de voir comment l'idéologie queer, où il n'y a rien de science, est en train de poursuivre la bataille pour se défendre de ceux qui voudraient l'attaquer avec de la science. Concretamente me gustaría comentar dos casos concretos. La política en España está muy descentralizada y funciona a nivel de las comunidades autónomas. Una comunidad autónoma, por ejemplo, la catalana, gobernada desde la izquierda nacionalista, ha pretendido realizar una ley trans especialmente favorable a la hormonación de menores, incluso a la hormonación de menores a partir de los 12 años. Mientras que, por el contrario, otra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por la derecha y muy enfrentada al gobierno español, ¿verdad?, ha hecho en los últimos meses un cambio muy interesante, corrigiendo su propia ley trans e imponiendo la necesidad de un abordaje psicológico de los jóvenes antes de pasar a la hormonación. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord est qu'en Espagne, il y a les gouvernements des régions, des comunidades. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, pour donner deux cas, est celui d'une part de la Catalogne, où vous savez, un gouvernement qui a poussé vraiment l'agenda queer pour faire des hormonisations d'enfants à compter de l'âge de 12 ans. Et d'une autre part, vous savez, les gouvernements de Madrid, les gouvernements de la région de Catalogne est à gauche, celui de Madrid est à droite, et celui-ci est en train de faire marche arrière avec une législation antérieure, et maintenant ils sont en train d'être beaucoup plus précautionneux par rapport aux transitions des enfants, essayer de faire encore une fois marche arrière par rapport à ces législations qui vont dans le sens des activistes trans. Respecto de las asociaciones médicas y psicológicas, no destacan por ser especialmente valientes, ¿verdad?, en la lucha contra esta ideología, pero sí es cierto que se está notando un pequeño cambio. Por ejemplo, yo he tenido ocasión de ser invitado al último Congreso Nacional de la Endocrinología Pediátrica en España. Los propios médicos me pidieron que fuera a contar mi visión del tema de la disforia de género, ellos mismos asustados, ¿verdad?, por la enorme cantidad de casos, por el gran aumento de casos que estaban experimentando en sus consultas. Y he de decir que la intervención que allí realicé, pues consiguió en varias ocasiones aplausos espontáneos del
conjunto, ¿verdad?, de los endocrinos, de los endocrinólogos pediátricos que allí se encontraban, y muchas felicitaciones posteriores, entendiendo que el camino por el que deberíamos transitar es el que yo estaba proponiendo. Con lo cual, yo sí tengo cierto optimismo, al menos respecto de las clases médicas y psicológicas en España. Alors, il conclut sur une note optimiste parce qu'il mentionne qu'il a été invité au dernier colloque d'endocrinologie pédiatrique, qui est de la Société d'endocrinologie pédiatrique espagnole, tout en sachant, José fait l'acclaration que bon, la communauté médicale de manière générale n'est pas réputée par son courage, mais cette fois-ci, il était surpris de l'accueil qu'il a eu, que ses propos ont eu, avec des applaudissements spontanés et avec plein de gens qui sont venus les rencontrer à la fin pour lui dire qu'il croyait en fait que c'était sa direction que lui il était en train de proposer, celle qu'il fallait suivre. Donc encore une fois, il est dit, il ose espérer que les choses vont aller dans une bonne direction, au moins au sein des communautés médicales. Voilà, c'est tout. Merci. Bon, maintenant on va continuer avec Veril. Je pense que c'est... Oui, on peut... Pardon? Pour la Belgique, tout à fait, pardon, j'ai oublié de préciser. Veril pour la Belgique. Alors l'idée, c'est très brièvement de vous faire un petit tableau de la situation en Belgique. La Belgique, c'est un pays avec 3 communautés linguistiques. On était très petits, mais bon, on a quand même 3 langues officielles. Et lorsque j'ai commencé à rédiger ce document, il y avait 2 cliniques de genre en Belgique, mais maintenant, il y en a 3. Parce qu'une vient d'ouvrir très récemment, et ces cliniques fournissaient une prise en charge de mineurs par le passé, mais très récemment, elles ont reçu l'agrément de l'Institut national de la santé et des assurances aussi. Et donc, ça veut dire que dans ces 3 cliniques de prise en charge du genre, les soins sont financés par l'Institut national de la santé et des assurances. Et il y en a un à Gand, qui a commencé à traiter les enfants en 2007. Il y en a une autre qui a ouvert à Liège en 2019 et une autre plus récemment à Anvers, qui traite aussi les mineurs. D'après l'accord entre l'Institut national de la santé et de l'assurance handicap et ses cliniques, il y a une exigence minimale pour qu'il y ait une équipe dans ces équipes. Il faut par exemple avoir un médecin coordonnateur qui n'a pas besoin particulièrement d'être psychiatre. Il faut un psychologue pour enfants et adolescents si le centre traite des patients qui ont moins de 16 ans. Et il faut aussi un psychologue sexuel et un travailleur social. L'approche thérapeutique est censée être pluridisciplinaire, mais il y a énormément de différences dans la façon dont ces cliniques fonctionnent. On sait que celle de Liège, par exemple, pratique des co-consultations, consultations conjointes au début de l'arrivée du patient, donc consultation avec le psychiatre et un endocrinologue directement. Donc, étant donné l'augmentation des listes d'attente pour ces 3 cliniques, le ministère de la Santé a annoncé dans les journaux à la fin de 2023 que d'autres centres qui s'occupent déjà de la prise en charge de la transition de genre pour les adultes attendaient l'agrément du ministère de l'INAMI, donc de l'Institut national de la santé, pour pouvoir faire partie aussi de la convention, de l'accord, et donc pour pouvoir poser le remboursement de la prise en charge à tous ces mineurs. Donc, la 8e édition du standard de soins de WPATH
indiquent qu'il est très important de suivre l'autodétermination et indiquent aussi qu'il est nécessaire de prêter attention aux difficultés psychologiques rencontrées pendant les consultations, mais que cela ne doit pas être une barrière, un obstacle à l'accès à la prise en charge du changement de genre d'après les International Standard of Care. En Belgique, la prise en charge de la transition est aussi mise en œuvre par des cabinets indépendants, des praticiens indépendants. Et là, c'est surtout pour les patients que nous voyons, nous, dans nos consultations privées. Et ils sont en dehors de ces cliniques agréées et ils fournissent des transitions pour des majeurs, des mineurs, sont gérés souvent par des associations de militants et les patients. Et on parle de ces médecins comme des médecins LGBTQI+ friendly. Pourquoi friendly? Eh bien, parce qu'ils ne posent pas de questions. Donc, l'objectif, quand on va les voir, c'est d'avoir une prise en charge de l'affirmation du genre très rapide, sans entretien exploratoire préliminaire. Donc, évidemment, le processus est beaucoup plus rapide que ce qu'on voit dans les centres agréés, si vous voulez. Et puis, une dernière chose que je voulais mentionner également, c'est que la prescription de bloqueurs de puberté, même s'ils sont remboursés pour la transition de genre chez les mineurs à cause de cet accord, de cette convention, eh bien, c'est quelque chose qui est considéré comme étant hors AMM. Donc, c'est un paradoxe complet, hein. L'Agence fédérale du médicament le dit très clairement et elle indique que ces indications sont hors AMM, mais c'est des médicaments qui sont pourtant remboursés si le traitement est prescrit dans le cadre d'une clinique qui fait l'objet d'un agrément dans le cadre de cette convention. Et ce qui est important aussi, c'est que la prescription de bloqueurs de puberté était réservée aux hôpitaux universitaires, mais en 2022, ça a changé. Et donc, l'Institut national de la santé a indiqué qu'à partir de maintenant, cette prescription n'était plus réservée aux hôpitaux universitaires, mais que des médecins de ville pouvaient simplement les prescrire sur la base d'une ordonnance. Et donc, avant, ces médecins qui n'opèrent pas, qui ne travaillent pas dans le cadre de cliniques de prise en charge de la transition de genre, on sait qu'ils le faisaient de toute façon, mais en falsifiant les ordonnances. Donc on sait que ces médicaments étaient prescrits pour des, entre guillemets, pubertés précoces, pour que le patient puisse obtenir le remboursement, mais maintenant on n'a même plus besoin de ça. On n'a même plus besoin d'avoir d'explications lorsqu'on prescrit ce genre de médicaments et ils sont remboursés quoi qu'il arrive. Et j'ai oublié de dire une chose. Nous avons des chiffres. Nous avons demandé des chiffres aux autorités et depuis 2006, la prescription de bloqueurs de puberté a été multipliée par 3 en Belgique et multipliée par 2 depuis 2019. D'accord? Donc en 5 ans, on a eu un doublement de ces prescriptions. D'accord, merci. Je pensais que c'était l'Espagne, le pays le plus déprimant, mais bon, je vois que la Belgique gagne haut la main. Alors, on va passer maintenant à l'Europe centrale avec André Léonard, psychologue-chercheur dans le service de psychiatrie, psychothérapie et psychosomatique pour enfants et adolescents en Autriche, dans la clinique du Tyrol. Bonjour à tous. Malheureusement, mon collègue allemand Alexander Korte n'a pas pu être là pour vous parler de l'Allemagne, qui est vraiment le pays le plus influent dans la sphère germanophone. Mais ce que je voudrais vous dire concernant l'Autriche fonctionne aussi pour l'Allemagne et la Suisse, puisque ces 3 pays collaborent sur les nouvelles recommandations amendées du traitement de transition de genre chez les jeunes. Et on m'a demandé de répondre à 4 questions concernant la situation en Autriche. La première, c'est quand est-ce que la première clinique
pour mineurs à démarrer dans mon pays, en Autriche. Et la réponse, c'est que des services spécialisés pour mineurs ont été mis en place dans les années 2000. La plupart des patients étaient traités à Vienne, la capitale de l'Autriche. Et puis, en plus de Vienne, il y a eu des petits services aussi en ambulatoire qui se sont développés dans les autres régions de l'Autriche. Mais c'est Vienne où on reçoit le plus de patients. Moi, je viens d'Innsbruck, dans le Tyrol. Et en 2013, il y a eu un service ambulatoire spécialisé qui a été mis en place pour les enfants et les adolescents dans le Tyrol, en collaboration avec la clinique universitaire de gynécologie et d'endocrinologie et de pédiatrie de l'hôpital universitaire d'Innsbruck. Donc, dès le départ, les choses se sont organisées en collaboration avec les services de somatologie de la clinique. Et c'est très important de dire qu'en Autriche, la fréquentation d'une clinique ambulatoire pour enfants n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que le traitement peut être fourni par un cabinet privé aussi. Donc les cliniciens qui ont des cabinets privés peuvent donner l'une des déclarations qui est nécessaire pour une intervention, bloqueur de puberté ou traitement hormonal. Donc un mineur a besoin d'une déclaration favorable psychiatrique et l'autre déclaration obligatoire peut venir d'un médecin privé, même si la plupart des patients finalement se rendent dans l'une ou l'autre des cliniques, avec leurs parents d'ailleurs. La deuxième question, c'est comment est-ce que ces mineurs sont pris en charge dans les cliniques en question? Eh bien, il y a des recommandations sur les procédures de traitement qui ont été mises en place en 2017. 2017, c'est le moment où on a vu vraiment une augmentation très importante du nombre de mineurs qui se présentaient dans les cliniques. Et ces recommandations se basent sur les recommandations internationales établies avec 2 ou 3 amendements particuliers au pays, bien sûr. Mais c'est surtout basé sur les recommandations du WPATH. Et l'idée, c'est d'effectuer une évaluation diagnostique complète par une équipe pluridisciplinaire avant le démarrage de tout traitement. Et les composantes du diagnostic incluent de l'information sur l'aspect, le tableau psychiatrique, endocrinologique, pédiatrique et une consultation avec un psychothérapeute également. Donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre en place une prise en charge clinique. On essaye de collaborer avec tous ces autres champs de la médecine pour la prise en charge de ces enfants. Ensuite, une question sur les données concernant l'augmentation du nombre de patients traités dans ces centres. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, mais une étude récente de Steininger et collègues de 2024 indique les chiffres pour Vienne, la capitale de l'Autriche, puisque c'est là qu'on a le plus de patients pris en charge apparemment, et le nombre d'orientations, comme partout ailleurs, a augmenté considérablement entre 2008 et 2018. Et après 2018, ça s'est stabilisé à peu près 50 patients par an. Donc à Vienne, on a à peu près 50 patients par an. L'âge médian des patients était de 15,6 ans. Et là, on avait à peu près 74% de jeunes filles et 26% d'hommes. Pour le Tyrol, on a observé aussi une augmentation d'une multiplication par 10 entre 2013 et 2019. Et encore une fois, on a la même répartition entre les sexes. 75%, les 3/4 sont des jeunes filles et 1/4 des garçons. Et les nouvelles demandes se tournent autour de 20 à 25 par an. Maintenant, la dernière question qui nous avait été posée, c'est quelle est la situation en 2024 ? Eh bien, ce qui est important à dire, c'est que les nouvelles recommandations modifiées dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons l'AWMS, l'Association des sociétés scientifiques et médicales, qui s'apprête à publier les nouvelles recommandations pour le traitement de jeunes avec dysphorie ou incongruence de genre.
c'est mené par la Société allemande de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et on a des organisations d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse qui travaillent ensemble sur ces recommandations. Donc c'est très important pour tous les pays germanophones. Le document devrait être publié maintenant, en juin, avec des réponses assez diverses à ce document, parce que certaines associations de médecins ont exprimé leur opposition. Il y a eu un document d'à peu près 150 pages en réponse à ces recommandations qui a été distribué plutôt en interne dans les sphères médicales. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas forcément la meilleure façon de faire. Peut-être qu'on aurait pu publier quelque chose d'officiel, mais maintenant, le comité des recommandations est justement en train de répondre à ces commentaires qui ont été faits. Donc, on pourrait dire finalement que la discussion est en cours, la discussion a lieu, et ça, c'est bien. C'est une discussion fortement polarisée, certes, mais c'est une discussion néanmoins. Et pour ce qui est de ces recommandations, elles ne sont pas contraignantes, hein, ce sont des recommandations, des guidelines. Donc, ce n'est pas contraignant. Ça veut dire que nous, par exemple, dans une de nos cliniques, de jour, eh bien, nous traitons nos patients selon ces recommandations. Mais ce ne sont que des recommandations, mais qui ont quand même une certaine influence, bien sûr. Et la plupart des cliniques, d'ailleurs, s'y tiennent. Voilà, je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il faut rester pessimiste ou optimiste, peut-être agnostique. On va passer au français parce qu'on conclut sur la France avec Christian Flavigny, pédopsychiatre et psychanalyste, qui va nous faire un état des lieux de notre cher pays. Oui, je voudrais surtout essayer de reprendre la question qui a été posée en tout début de ce colloque. Comment se fait-il que nous ayons à recourir aux politiques dans quelque chose qui était un débat médical et psychologique? Et je voudrais pour cela faire part de mon expérience à la Salpêtrière. Parce que, bon, je suis à la Salpêtrière depuis, je dirais depuis mon internat, ça remonte à pas mal de temps. J'y ai dirigé le département de psychanalyse de l'enfant dans le service de pédopsychiatrie pendant une quinzaine d'années sous la chefferie de Michel Basquin. Et puis, il y a eu un changement de chef de service et David Cohen a fait souffler le vent de la modernité et j'ai essayé d'argumenter pour faire réfléchir mes collègues. Ça n'a pas trop marché puisqu'ils ont créé une consultation dédiée en connivence avec une association militante transaffirmative, ce qui pour moi trahissait l'éthique médicale, ce qui fait que j'ai quitté ce service. Mais je vais reprendre les arguments que j'ai essayé d'exposer et de discuter avec eux. En reprenant les choses à l'origine, parce que nous allons voir qu'à l'origine, finalement, il y a eu déjà les mêmes questions que celles que nous nous posons aujourd'hui. À l'origine, ce sont les travaux de Richard Stoller, le pédopsychiatre américain, sur l'ambiguïté génitale anatomique des enfants intersexes, qui cherche une solution explicative en créant un mot propre à l'aspect psychologique, gender. Sans mesurer, ou en mesurant, je ne le sais pas, que créant un mot pour la psychologie et un mot pour le corps, sexe, ils mettaient en indépendance l'un et l'autre. Cette indépendance qui a été induite, gender identity, a glissé jusqu'à l'autodétermination de sexe, c'est-à-dire la maîtrise, la prise de maîtrise de la psyché sur le corps, dans une logique qui est proprement nord-américaine. Je rappelle qu'en droit américain, l'individu est maître et propriétaire de son corps, en complète contradiction avec la logique française de l'indisponibilité du corps. Je signale cela pour bien situer
le décalage complet des deux cultures, sur ce plan-là en tout cas, et je le signale d'ailleurs sur un autre plan qui ne nous concerne pas directement, mais pour montrer l'importance de ce décalage, c'est sur la question de la laïcité que les pays nord-américains considèrent comme un scandale, alors que c'est un pivot de la société française d'aujourd'hui, et comme liberticide. Je referme cette parenthèse. Mais cela aboutit au fait que, en logique nord-américaine, le ressenti est devenu la vérité de mon sexe. Et qu'il s'induit à ce moment-là une certaine logique que le corps soit corrigé, et je dirais corrigé à tous les sens du terme. C'est bien une correction dans la mesure où le corps est soumis, en quelque sorte, un valet de la personne. Et donc, le recours à la médecine et à la chirurgie vient dans cette logique. Si l'on ajoute qu'en droit américain, il ne faut pas discriminer selon l'âge, ça fait partie des principes du droit de cette société, à ce moment-là, cela aboutit au fait que les adolescents et les enfants doivent pouvoir bénéficier de cette démarche en négation complète de ce que nous allons voir être la logique française, qui est la question de la maturation pour l'enfant et pour l'adolescent de la question sexuelle. Et je veux juste signaler, avant de terminer avec cela, que ceci a concerné d'autres problématiques. Je l'avais personnellement étudié à propos de la problématique de ce qu'on appelle l'hyperkinésie. Là encore, c'est un terme qui est très, très dans la logique, dans la terminologie américaine, hyperkinesis, de l'enfant, qui est, dans la logique de la psychologie américaine, un trouble biologique, avec toutes les recherches, là, le medical brain dysfunction, enfin, bon, mais sans la compréhension psychologique qui est, au contraire, relativement aboutie dans la culture française. Alors ça, c'est ce qui s'est passé, c'était les années 60-70, et parallèlement et en même temps, le pédopsychiatre français Léon Kressler a fait le même travail très étoffé, et j'ai eu le privilège, jeune pédopsychiatre, de travailler avec lui à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Avec le même travail et une conclusion toute différente, parce que inscrite dans une logique de la psychologie française. Je résume en quelques mots. L'enfant sait très tôt qu'il y a des garçons et des filles. Mais il ne sait pas pourquoi. C'est pour lui l'énigme de la question sexuelle. Et il s'interroge, et si j'étais né de l'autre sexe? La seule réponse qu'il puisse se formuler, c'est plus tard, je suis garçon, je serai comme papa. Plus tard, je suis comme maman, je suis fille, je serai comme maman. Autrement dit, la seule issue, c'est l'identification aux parents de même sexe. Et j'insiste, identification A, c'est-à-dire l'identification que l'on pourrait dire verticale, vers le parent qui devient là un modèle, un repère. Je dis cela en grande distinction de l'identification dont on parle aujourd'hui, l'identification comme, je m'identifie comme John Dorfleet, etc., qui est au contraire, je dirais, une sorte d'identification horizontale destinée à faire groupe, en quelque sorte. La question, c'est que ce processus d'appropriation de son corps, soutenu par l'identification aux parents de même sexe, bon, d'une part met en jeu tous les aléas de la relation aux parents, mais aussi, surtout, amène à renoncer à être de l'autre sexe. Ce qui amène, bon, dans un certain nombre de cas, l'enfant à pouvoir s'établir comme évidence, bien sûr je suis un garçon, bien sûr je suis une fille.
qu'est-ce qui va nouer cette évidence qui est une évidence subjective? Eh bien, ce qui va la nouer, c'est ce que la culture française, je dirais, a développé d'une façon singulière. Et je m'excuse, oui, là, je n'ai pas tout à fait terminé. Voilà. D'une façon singulière, c'est la filiation. Je suis garçon car je suis le fils de mes parents. Je suis fille, je suis la fille de mes parents. Et ceci est ce qui noue, et ce qui articule, et ce qui permet à l'enfant de se construire avec confiance dans son sexe. Et c'est ce qui est la difficulté que rencontrent les jeunes dits transgenres. Bon, que l'on appelle transgenres, c'est cela le malaise fondamental. C'est qu'à ce moment-là, effectivement, il s'introduit un doute et une interrogation qui ressurgit. Voilà. Alors, je termine donc pour conclure sur ce qu'a été mon débat à la Salpêtrière, où j'ai essayé de proposer ces réflexions qui sont celles qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Ma collègue Agnès Condat m'a dit « Chrysler s'est dépassé ». David Cohen m'a dit « Je suis un pragmatique ». Bon, ce à quoi je leur réponds « Vous êtes des psys américanisés et vous prenez la demande exprimée pour, je dirais, le problème, c'est-à-dire vous prenez au pied de la lettre la demande, vous prenez le discours manifeste et vous ne prenez pas en compte le fait qu'il y a une problématique latente dans laquelle les jeunes se verrouillent à travers ces identifications. Je suis ceci, je suis cela, je suis transgenre. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que, bien sûr, nos réunions et notre préoccupation, ce sont des problèmes cliniques par rapport aux jeunes, mais je pense qu'aussi il y a une facette culturelle qui est très importante, qui a toute son importance. Et j'en signale trois éléments très brefs. Le premier, le Conseil d'État a été saisi il y a quelques années de la question transgenre, de la question de l'ambiguïté génitale, excusez-moi, à propos d'une demande de réforme. Il a cité les travaux de Stoller, il n'a pas cité les travaux de Léon Chrysler. Je trouve ça un signe consternant, je dirais, du fait que nous ne prenons pas en compte notre propre culture. Voilà. La deuxième chose, c'est que tout ce que j'ai dit n'est pas une contestation de la logique de la société américaine, elle a toute sa pertinence. Ce que je discute, c'est l'importation d'une logique d'une culture dans une autre. Et la troisième chose, c'est que je trouve très prometteur le fait que l'Observatoire de la Petite Sirène travaille en lien de connivence avec la SGEM, puisque là, je pense qu'il y a un débat interculturel qui va pouvoir se développer. Voilà. Mais je vous remercie.